nous pencher sur le bilan environnemental de cette aventure qu'a été la livraison des ouvrages olympiques et leur reconversion. Et pour en parler, je me tourne vers Kevin Vasseur. Kevin, vous êtes directeur de la valorisation et de l'héritage de la Solideo. Et puis, vous avez en fait suivi tout ça depuis 2018. Alors, je vais prendre place à côté de vous. Bonjour Cécile, bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour commencer, une petite question un peu décalée, j'aime bien. S'il y a trois choses qu'on ne sait pas trop, voilà, trois éléments que vous pouvez nous donner en ouverture qui révèlent un peu ce qu'a été toute cette aventure et qui vont nous surprendre. Qu'est-ce que vous me diriez ? Je vais commencer par un premier élément sur le programme même des ouvrages olympiques et pérennes que la Solideo a suivi. On l'a beaucoup dit, la Solideo a suivi 70 ouvrages olympiques pérennes, le village des athlètes, le centre aquatique olympique, l'Adidas Arena à Paris. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'il s'agit aussi de gymnases, de piscines, d'écoles et de passerelles. En tout, plus d'une dizaine de typologies différentes d'ouvrages. On a supervisé des constructions d'équipements de proximité, la piscine de Marville à la Courneuve, le gymnase Marie Paradis au Bourget, la rénovation de nombreux bâtiments, des bâtiments existants, le stade Pierre de Coubertin à Paris, la piscine Georges Valvray, le gymnase Pablo Neruda à Saint-Ouen ou encore la piscine Maurice Thorez à Montreuil, avec notamment des enjeux d'efficacité énergétique. On a également suivi plusieurs ouvrages pour lesquels on a intensifié l'usage pour éviter la construction de nouveaux équipements. C'est le cas par exemple du stade Yves du Manoir à Colombes, qui aujourd'hui accueille à la fois la Fédération française de hockey sur gazon et des scolaires, des clubs. Il s'agit d'autant d'ouvrages normaux et donc l'enjeu de réplicabilité pour nous semble énorme. Alors, derrière vous, il y a une petite mosaïque. Je pense qu'on n'arrive pas à 70, là, je ne vais pas faire le calcul tout de suite. Mais ça donne un peu, en effet, une idée. Rien que visuellement, on voit qu'il y a du parc, de la piscine, des bâtiments. Peut-être un éclairage sur... donnez-nous une ou deux explications. Alors, effectivement, vous avez sur cette image une partie de nos 70 ouvrages. Vous avez... comme le disait Madame la Ministre, le centre aquatique olympique et sa magnifique charpente concave en bois. Mais vous avez aussi le franchissement Loafi-Bouguera, qui est donc un franchissement au-dessus de la Seine qui relie Saint-Denis à l'île Saint-Denis, ou encore la colline d'Elancourt, la photo la plus verte au centre de l'image, qui accueillit les épreuves de VTT durant les Jeux et qui, dans quelques semaines, sera ouvert, qui sera livré pour sa phase héritage. Deuxième surprise. Une deuxième surprise. On nous dit souvent, ça a dû être très dur sur les derniers mois. Le dernier rush a dû être extrême. En fait, c'est l'inverse. Nous étions beaucoup plus sereins en 2024 que nous l'étions en 2019-2020, où il fallait tenir le planning et trouver les meilleurs équilibres technico-économiques, en particulier sur le volet environnemental. Sachant qu'en 2020, la planète vous a fait une petite surprise. C'est ça. Mais même avant, pour livrer le village à Paris 2024 le 29 février, on s'impose une échéance de réception au 31 décembre 2023, soit 6 mois avant les Jeux. Ça nous a impliqué un rétro-planning de dépôt de permis de construire à l'été 2020. Et donc sur le village, on a 2 ans, entre 2018 et 2020, pour rédiger les programmes, concevoir le projet urbain, mener les autorisations administratives, consulter les promoteurs, concevoir les bâtiments pour être en mesure de tenir l'échéance de dépôt de 26 permis de construire. Dans la réussite des enjeux environnementaux dans le calendrier de la Solideo, on a 3 moments clés. On a, à l'été 2018, on mène à la fois la définition de la stratégie environnementale de la Solideo, ce qui pose les bases, et les procédures d'autorisation administrative en même temps, alors que la Solideo, à l'époque, c'est environ 20 personnes. En mars 2019, on présente au MIPIM les cahiers des charges de consultation du village des athlètes sur les 4,5 milliards d'euros de l'ensemble des 70 ouvrages. Le village des athlètes, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Donc, c'est un élément important pour nous. Et donc, enfin, en fin 2019, on contractualise
avec les opérateurs privés et donc qui reprennent à leur compte, je dirais, les ambitions environnementales. Et donc à partir de ce moment, on a démontré la faisabilité de notre stratégie environnementale et ça nous a permis, je dirais, de faire effet levier et de passer à l'échelle pour le répliquer sur les 70 ouvrages. L'enjeu, c'est vraiment ensuite le suivi des indicateurs et le maintien de nos ambitions jusqu'à la livraison des ouvrages. Les indicateurs, on en parlera longuement cet après-midi. Tout à fait. Le troisième élément qui ressort un petit peu, peut-être un peu moins dans le rapport d'excellence environnementale qu'on vous a transmis et distribué à l'entrée, c'est la biodiversité. Vous avez été plusieurs dans le cadre du questionnaire, et je vous en remercie, qu'on vous a transmis précédemment. Vous avez consacré du temps à ce questionnaire, donc ça c'était vraiment important pour nous pour préparer cette journée. Ça nous a été utile, je dirais, dans la préparation notamment des tables rondes. C'est donc ce troisième élément, c'est la biodiversité. Les résultats seront visibles que dans quelques années. Donc aujourd'hui, effectivement, on a moins d'éléments concrets à montrer, mais pour autant, ce sont plusieurs des zones urbaines, des friches industrielles, ou des encore parcs, comme on a vu là-haut sur les... Des zones de stockage de déchets aussi qui ont été transformées en espaces verts, en parcs, et tout en maximisant la pleine terre, qui était un élément important. Je prends juste deux exemples. Peut-être le terrain des essences qui a été réalisé par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et malgré le déménagement de l'épreuve du tir, on le sait tous, à Châteauroux, le projet a été maintenu et c'est aujourd'hui donc 13 hectares d'une ancienne zone militaire. Le terrain des essences, c'était un dépôt d'essence au sens propre, qui a été complètement déconstruit, dépollué et renaturé et rendu donc au parc départemental Georges Valbon, qui est le plus grand parc d'Île-de-France classé Natura 2000. Et puis un deuxième exemple sur le village des athlètes. Actuellement, on est en train de reconvertir 3 hectares dans le cadre des travaux héritage, côté Parc Ampère à Saint-Denis. Et d'ici 2026, l'une des plus grandes gares routières d'Europe, le temps des Jeux, sera reconvertie en un espace paysager de pleine terre. L'un des gros enjeux de ces Jeux, c'était le sujet du carbone. Alors, vous étiez concrètement très attendu là-dessus. Est-ce que vous avez réussi à la hauteur des attentes, vous aviez promis de réduire de moitié, je crois. Voilà. Est-ce que vous l'avez fait et comment ? Je dirais qu'il faut se replacer au moment de l'établissement de la stratégie. On est donc en 2018, 2 ans après l'accord de Paris. On s'est engagé donc à réduire, à atteindre la neutralité carbone d'ici. La France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais on est encore 4 ans avant l'ARE 2020. Et donc, on a construit par nous-mêmes le cadre d'études globales en intégrant l'analyse de cycle de vie et une méthodologie de calcul commune à l'ensemble des ouvrages, en s'appuyant sur les expérimentations à l'époque de la démarche plus c'est moins. Et on a partagé ça avec tous les maîtres d'ouvrage. Donc, on part de l'engagement de réduire, vous le disiez, de moitié les émissions de gaz à effet de serre du village des athlètes. Et on construit à partir des programmes à l'époque qui parfois faisaient quelques pages, des évaluations correspondant aux pratiques usuelles du BTP de l'époque. Puis on dresse 2 scénarios à atteindre. Le premier qui fait le choix, je dirais, des meilleures techniques disponibles à ce moment-là, et le deuxième scénario, un scénario médian avec une hypothèse d'équilibre technico-économique. Et on décline ce travail de fourmi sur l'ensemble des 70 ouvrages supervisés, en tenant compte de la diversité de chacun de ces ouvrages. Et surtout, on contractualise 2 valeurs dans nos conventions d'objectifs, les contrats tripartites, donc entre les maîtres d'ouvrage, Paris 2024 et la Solideo. Un objectif SOC qui correspond donc à ce niveau maximal à ne pas dépasser, un objectif innovant qui était plus ambitieux.
Donc dans ces contrats, ensuite, on s'est fixé 4 points de passage devant notre conseil d'administration, qui était notre instance la plus haute en cas de décision importante. Et donc c'était 38 membres, l'État, les collectivités, les acteurs olympiques, pour vérifier l'atteinte des objectifs. Et ces 4 grands jalons, c'est la programmation au moment de la contractualisation, la conception au moment de l'APD, juste avant le démarrage des travaux, à l'ES Travaux, et à la livraison pour vérifier l'atteinte de ces ambitions. Donc aujourd'hui, sur les derniers calculs réalisés sur la réception phase jeu, on est en mesure de confirmer la réduction de moins 47% sur le bilan carbone du village. Voilà, peut-être on peut montrer ce graphique qui montre en fait les deux volets sur lesquels on a travaillé, à la fois le volet construction en bas, donc où on fait donc moins 30% sur ce périmètre-là, avec le recours massif à la construction bois et aux matériaux biosourcés. Et puis, on s'intéresse aussi, puisque c'est une analyse de cycle de vie sur 50 ans, au périmètre exploitation, avec des maîtres d'ouvrage qui ont poussé très loin les enjeux de sobriété, notamment de l'étanchéité des bâtiments. Et on a visé au maximum le raccordement à un réseau de chaud et de froid qui a été réalisé au sein du village des athlètes pour maximiser le recours aux énergies renouvelables et donc des énergies peu carbonées. Vous savez, une expression qui m'a fait sourire, je voudrais vous la rappeler, je crois que vous n'avez même pas rendu compte. Vous avez parlé du BTP de l'époque. Et alors, est-ce qu'on a changé d'époque grâce à ça ? Vous avez parlé des standards du BTP de l'époque. Est-ce qu'on est dans une nouvelle époque ? Oui, la réglementation a évolué. Comme je le disais, voilà, on était 4 ans avant la RE 2020, donc il fallait aussi faire évoluer de la RT 2012 de l'époque. Hein. Nos permis de construire sont déposés dans le cadre de la RT 2012, qui sont des ambitions qui sont pas suffisantes à notre sens. Vous m'avez promis de le dire en français. Hein, la réglementation thermique de 2012, et on va du coup aller plus loin en préfigurant cette nouvelle réglementation de l'époque, et donc les maîtres d'ouvrage et les constructeurs ont dû faire évoluer leur pratique. J'y reviendrai juste après pour tenir ces ambitions. Non, je trouvais que c'était une belle expression qui était assez révélatrice. Alors, autre sujet central pour ces jeux, le recours à l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'on doit en retenir ? J'avais que réussir une démarche d'économie circulaire demande un vrai changement dans notre manière de piloter les projets. Il faut que la démarche soit incarnée à tous les maillons de la chaîne d'acteurs, et c'est surtout un sujet de terrain. Si c'est jeté, en gros, c'est foutu. Et il y a un besoin de sensibilisation auprès des compagnons, mais aussi sur l'ensemble, donc je le disais, de cette chaîne. En remontant, il est dans l'organisation du pilotage du projet même. L'enjeu, c'est de se faire accompagner par des acteurs spécialisés qui connaissent ce secteur-là. Dans le BTP, le réemploi, c'est encore aujourd'hui un secteur de niche. Côté des constructions, il y a quelques entreprises spécialisées. Dans le mobilier également, on le verra juste après. Mais pour porter une démarche globale et massive, il faut vraiment se doter d'un AMO réemploi qui, lui, sera l'expert qui va anticiper les sujets de logistique, de mutualisation des moyens, et parfois recourir à un maître d'œuvre spécialisé qui, lui, saura maximiser ce réemploi. Il faut que ça rentre aussi dans les mœurs, notamment sur les sujets de freins assurantiels. Aujourd'hui, le réemploi se bute aussi parfois à des questions réglementaires. Pour certains produits, je dirais, notamment dans le second œuvre, et c'est le cas aujourd'hui dans le village des athlètes, tout ce qui est faux plafonds, des faux planchers, des sanitaires, sont une filière qui est prête à répondre à cette demande, et elle est déjà bien industrialisée. Sur le village des athlètes, donc, je disais, on devrait atteindre l'objectif de réemploi avec 75% des éléments utilisés, démontés entre la phase jeu et la phase héritage qui auront une seconde vie. On a une photo là, je pense que ce serait bien que vous nous l'expliquiez un peu. Hop là.
C'est trop vite. C'est quoi ça? Oui, alors ici, il s'agit d'une image de l'île des Vannes, qui est donc un bâtiment historique au sud de l'île Saint-Denis. Et donc, Solideo était maître d'ouvrage de la réhabilitation de cet équipement. Et là, c'était une image pour simplement vous montrer l'entreprise Tricycle, donc, qui a récupéré l'ensemble du plancher de cette opération pour le réutiliser. Donc là, on a la mise en palette de ce plancher. On a également une autre image sur le pont, donc le franchissement des Francs-Moisins. Donc là, on est sur le canal Saint-Denis, juste derrière le Stade de France, et Pleine Commune a réalisé une opération, donc de réaliser une passerelle au-dessus du canal Saint-Denis, et pour cela a réemployé le tablier d'un pont existant, qui était un pont tournant sur le canal, qui faisait passer des véhicules, qui étaient assez dysfonctionnels, et ce tablier a été réutilisé complètement pour le transformer donc en passerelle piétonne au-dessus de ce canal. Et puis enfin, une image des sièges en plastique recyclé. Voilà, ceux-là sont ceux du centre aquatique olympique, mais on a les mêmes en noir dans l'Adidas Arena, 9000 sièges à la porte de la Chapelle. En fait, donc ça c'est des exemples. J'allais sur la phase construction, bâtimentaire, mais on s'est également attaqué à la transition écologique en phase d'exploitation, avec une démarche innovante appelée le projet éco-citoyen, qui vise à retisser une économie locale durable, solidaire et circulaire autour de deux actions soutenues par le fonds Innovation de la Solideo. Le premier, c'est le Comité Éco, qui est une association sur le Saint-Denis, sur le village des athlètes, qui va accompagner les habitants et valoriser les actions économiques locales. Et c'est déjà une association qui fonctionne avec les habitants autour du village des athlètes. Et ça va accompagner les utilisateurs à s'engager dans des initiatives en faveur de l'environnement. Donc c'est une démarche publique. Et puis on a la carte éco, qui est le deuxième volet, qui est une application qui fonctionne comme un réseau social et qui met en relation les utilisateurs et soutient des actions écologiques sur le territoire, en proposant des recommandations et puis en utilisant un levier qui a été de déployer une monnaie locale pour inciter les habitants à tendre vers des modes de vie plus vertueux. Alors, on a regardé un peu en détail deux des gros sujets. Il y en avait 4 au total. Vous avez déjà évoqué un peu la biodiversité, mais si on revient sur les 2 autres sujets qui étaient peut-être moins médiatisés sans être moins importants. Donc, oui, ils ont été moins bien traités. Au contraire, on a peut-être moins communiqué dessus. C'est d'une part le confort urbain, par exemple, sur lequel on a moins d'indicateurs objectivables que sur les enjeux carbone, par exemple. C'est moins visible à la télé, pour un reportage. Par des chiffres. Voilà, tout à fait. Donc en 2018, on engage un travail avec Météo France pour produire des fichiers climatiques prévisionnels et définir la référence des modélisations de nos ouvrages. Dans un climat moyen, en 2050, on va passer, donc aujourd'hui on est à peu près à 138 heures au-dessus de 28 degrés, et demain on sera à 313 heures en 2050. Et donc on a dû prévoir ces fichiers, se projeter en 2050. Et donc on a réalisé avec Météo France ces fichiers, et on s'est donné un objectif de moyens en généralisant des simulations thermodynamiques sur l'ensemble des bâtiments avec ces données ces données modélisées, et on s'est donné un objectif de résultat qui était d'avoir moins de 2% de temps d'inconfort dans les bâtiments en climat actuel,
et moins de 3% en climat 2050. Donc ça a été le premier élément en termes de confort. Et sur le village, par exemple, aujourd'hui, l'isolation des bâtiments, la qualité des bâtiments fait que on atteint, avec ces dispositions passives, le confort qu'on avait prévu. Ça sera moins le cas en 2050. Et comme on souhaite éviter la généralisation, je dirais, des climatiseurs mobiles et individuels qui ont un fort impact sur l'environnement. On a prévu la possibilité de rendre réversibles les planchers des bâtiments, donc ils ont des planchers chauffants et raccordés à un réseau de chaleur urbain. Et demain, il sera possible donc de brancher le réseau de froid qui est également prévu sur le village des athlètes pour rendre réversibles les planchers. Et donc c'est peut-être pas tout de suite, mais en 2030, 2040 par exemple, on pourra donc activer, je dirais, cette possibilité dans les logements, ce qui va permettre donc d'atteindre les niveaux de performance qu'on s'était fixés. Un mot complémentaire peut-être sur la biodiversité, parce que vous l'avez abordé tout à l'heure quand on a regardé les images, mais je pense que c'était un sujet très important. Oui, tout à fait. Nos sites sont particulièrement anthropisés, mais on s'est préoccupé de faire de la ville un support de biodiversité. Et donc, au même titre que les autres axes, cette thématique a été travaillée sur l'ensemble des opérations tant que c'était possible. Et on s'est appuyé là cette fois-ci plutôt sur des labels ou ces certifications existantes pour maintenir l'objectif en phase construction de la biodiversité. Concrètement, c'est possible de penser biodiversité quand on construit un immeuble? C'est ça que ça veut dire? C'est possible de penser la biodiversité autour de l'immeuble, sur la toiture de l'immeuble, de trouver l'ensemble des supports, de prévoir les supports. Après, la biodiversité fera ce qu'elle veut. Et nous, on s'est pas simplement arrêté à la construction. On a prévu, dans le cadre d'un marché de coopération qui a été confié à la CDC Biodiversité, le suivi de cette biodiversité sur 5 ans. Donc Solido s'arrête fin 2025, mais le relais sera pris par la collectivité dans le cadre d'une démarche collaborative avec les habitants du territoire. Donc on a une partie de capteurs qui va identifier par exemple les chauves-souris sur le village, mais on a également aussi cette démarche sur 5 années avec les habitants qui vont permettre de prendre conscience de la biodiversité autour d'eux. Mais pas que, parce que ça fait aussi réfléchir certaines collectivités sur l'exploitation. Je prendrai l'exemple de la ville de Denny, qui est donc le village des médias au sud de l'aéroport du Bourget, à côté du parc Georges Valmont, qui se pose la question de l'évolutivité de l'éclairage, donc en termes de température, en termes de niveau d'éclairement. Et aujourd'hui, les dispositifs qu'on a mis en œuvre peuvent faire évoluer les températures d'éclairage urbain, et ça, la ville de Denny est en train de regarder ce sujet-là. C'est un sujet sur la biodiversité qu'on mettra à jour plutôt dans la mise à jour de notre rapport, donc le rapport environnemental que vous avez eu à l'entrée. On va le remettre à jour d'ici la fin de l'année, et on prendra en compte les premiers résultats de cette démarche. J'ai une question de journaliste, ça veut dire un peu méchante. On peut parler d'excellence environnementale, on le voit, mais est-ce que le jeu n'était pas un peu faussé? Parce que c'était un projet extraordinaire. Vous aviez des moyens financiers et humains extraordinaires aussi. Alors, je vous vois faire la moue, expliquez-nous. On a effectivement mobilisé des moyens dans le suivi de l'excellence environnementale, mais concernant les budgets des opérations, dès le début, on s'est remis dans la norme. On a lancé donc les consultations pour les lots immobiliers en mars 2019. Alors, on disait certes dans un contexte différent de celui d'aujourd'hui, mais dans le cadre d'une économie normale de la construction de l'époque, une économie de ZAC assez classique.
Les bâtiments publics, on s'est remis dans la norme en 2018. Alors, Solideo est tout jeune. En 2018, on n'a pas de culture d'entreprise, et donc on va s'appuyer sur l'intelligence collective de nos 33 maîtres d'ouvrage. Les 70 ouvrages ont été réalisés par 33 maîtres d'ouvrage différents, des communes, des établissements publics territoriaux et les départements, et donc on s'appuie sur l'ensemble des équipes. On va les réunir une première fois en novembre 2018 pour justement parler de cette question de l'équilibre économique et de l'atteinte des ambitions environnementales très fortes. Et ces séminaires des maîtres d'ouvrage où on réunissait l'ensemble des pilotes, c'est une expérience qu'on a renouvelée régulièrement. On attache donc une grande importance à cette intelligence collective et la mutualisation des compétences. Et donc on s'est servi de ce que les directeurs de projet dans l'ensemble des maîtres d'ouvrage faisaient de bien, de mieux, et on a pousser les curseurs encore plus loin dans le cadre des jeux, et je dirais que voilà, ces séminaires aujourd'hui est un événement, je dirais, qui vient un peu boucler la boucle de ces journées avec le but de livrer nos retours d'expérience. Alors, une question très pratico-pratique peut-être. Vous avez distribué à l'entrée, vous l'avez dit, un magnifique rapport. Alors j'ai regardé, il y a quelque chose comme 168 pages. Vous l'avez publié très vite après les Jeux. Concrètement, comment vous avez pu vous y prendre pour publier ce rapport ? C'était déjà le fruit de l'équipe d'Antoine Dussuy, directeur de la stratégie de l'innovation à la Solideo, qui en termes de moyens, c'est donc la direction de la stratégie de l'innovation sur l'excellence environnementale a mobilisé donc 3 experts qui tout au long du projet, dans la définition de la stratégie, dans le suivi des projets, dans l'évaluation au moment des réceptions, ont réalisé ce travail de fond qui est l'aboutissement donc de 6 années de retour d'expérience. À la date de notre fermeture, avec la date de fermeture en 2025, on a attaché une grande importance au retour d'expérience qu'on pouvait faire tout au long de nos travaux, et donc on a réalisé ce travail en parallèle des travaux, et notre volonté, ça a été de parvenir à retranscrire à chaud l'ensemble avant le départ des principaux acteurs, que ce soit des acteurs internes, externes, et on a donc rédigé au fur et à mesure des étapes franchies. Et on s'est appuyé sur plusieurs études approfondies qu'on a réalisées avec nos assistants maîtres d'ouvrage, qu'on a lancé aussi avec certains maîtres d'ouvrage volontaires pour alimenter le rapport. Et le contenu était en gros disponible quelques semaines après la réception des ouvrages, donc au premier trimestre. Pendant qu'on profitait des Jeux, vous étiez en train d'écrire, et c'est ça ? Et pendant effectivement que les Jeux se tenaient, l'équipe a rédigé ce rapport, et donc il est aujourd'hui effectivement disponible en téléchargement sur notre site internet. On a remis si ça marche, un QR code. Non, alors hop, j'ai sauté une étape. Voilà, si vous voulez récupérer le rapport, soit en papier, mais c'est du papier. Si vous voulez le récupérer directement, le QR code qui est là fonctionne en effet. Et on fera donc une mise à jour de ce rapport à la fin 2025. Alors, vous l'avez dit, vous n'étiez pas seul concrètement ces 6 années. Comment, sans entrer dans le détail de la gouvernance, parce que c'est compliqué, je crois qu'il y aura une journée consacrée spécifiquement à la gouvernance, mais comment est-ce que vous vous êtes organisé avec ces acteurs ?
Vous avez raison, l'écosystème des jeux est très complexe. Quand Nicolas Ferrand récupère le dossier en fin 2017, il s'appuie sur la stratégie de durabilité du dossier de candidature, qui couvre l'ensemble des champs, le champ de l'événement réalisé par le COJO et le champ des ouvrages olympiques pérennes. Pour ce qui nous concerne, à peu près 20 actions sur les 47 du rapport qui concerne les ouvrages pérennes, et on développe du coup à l'époque une stratégie qui confirme l'atteinte des ambitions de Paris 2024, portée en particulier donc par Georgina Grenon qui est présente et qui avec le comité de transformation écologique a poussé cette stratégie pour Paris 2024. Et puis dans la mise en œuvre, on s'appuie sur déjà la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques et les représentants locaux de l'État qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de cette stratégie. Aucun passe-droit sur la réglementation environnementale a été accordé. Et puis surtout, c'est le travail, je le disais, opérationnel de 33 maîtres d'ouvrages olympiques qui ont piloté les projets avec les architectes, les constructeurs, les concepteurs sur l'ensemble de la durée. Et dans le cadre de la supervision, côté Solideo, on voyait donc concrètement les maîtres d'ouvrage tous les mois pour faire une revue de projet et voir l'atteinte des différents indicateurs au fur et à mesure, et de tout de suite réagir quand on identifiait des écarts, notamment sur la partie environnementale. Alors, beaucoup seront là aux tables rondes tout à l'heure et cet après-midi justement pour nous expliquer ce qu'ils ont fait. Si je vous demande un peu votre cri du cœur, voilà, avec le recul, qu'est-ce que vous raconterez à vos enfants quand vous leur raconterez cette expérience? Qu'est-ce qui vous reste là aujourd'hui? Les enfants ont déjà pu profiter des jeux. Donc ils ont déjà vu quelques ouvrages. Et j'avais même plus, ils ont déjà pu profiter des ouvrages olympiques présents pour l'héritage. C'est-à-dire que voilà, je suis allé leur montrer les piscines qu'on a réalisées, les différents. On est allé se balader sur le village, et c'est pour moi ça a été un sujet aussi de motivation au quotidien, de se dire que tout ce qu'on a réalisé pour les Jeux, on l'a fait pour les gens, pour les habitants de Paris, de Seine-Saint-Denis, du territoire. Et pour moi, c'était une grande fierté de voir les premiers ouvrages ouverts juste à l'issue des Jeux, aller se baigner à la piscine Camille Muffat à Aubervilliers avec les enfants, voir les gens en profiter. Ça, c'était vraiment une grande fierté. J'ai une bonne nouvelle, vous n'allez pas être obligé de nous raconter vos vacances. Et donc, je vais pouvoir passer à la séquence suivante. On disait que vous n'étiez pas seul à préparer tout ça. Et donc, je suis très heureuse d'appeler sur scène Ivo Alavoine, si vous voulez bien venir nous rejoindre, et Gilles Boeuf. On va s'asseoir et puis je vais vous présenter. Alors, excusez-moi, après ces petits soucis techniques, on y arrive, ça remarche, c'est un miracle. Et donc, je disais que j'étais très heureuse de vous accueillir. Yves Alavoine, vous êtes DG JPO, j'apprends plein de choses, JOP, c'est-à-dire délégué général des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques au sein de la ville de Paris. Vous étiez en charge de la coordination stratégique pour les Jeux et de la coordination opérationnelle. Bienvenue. Merci. Bonjour. Oui, c'est l'occasion de tester. Je reste un peu stressée. 1, 2, ça fonctionne. Très bien. À mes côtés, Gilles Boeuf. Alors, Gilles Boeuf, vous êtes, pour mémoire avant tout, un scientifique, spécialiste du vivant, professeur des universités. Vous avez été président du Muséum national d'histoire naturelle de 2009 à 2015. Et Paris 2024 a été vous chercher pour réfléchir au vivant dans le cadre des JO. Et vous avez donc pris la présidence du comité de transformation écologique de Paris 2024. Alors, j'ai envie de vous poser un peu la question que j'ai posée à Kevin là, à l'instant. Si je vous demande de regarder en arrière, après toutes ces années de travail, après ces jeux incroyables, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier, les plus fiers aujourd'hui? Merci pour cette question. Juste en quelques mots, puisque
Je n'ai pas rebondi tout de suite, mais ce qu'était la délégation aux Jeux de la ville de Paris et comment elle s'insérait dans l'écosystème général des Jeux qui, Kevin l'a dit, est complexe mais utile, puisque tous ces acteurs contribuent de manière à la fois puissante et nécessaire à la réussite des Jeux. Donc, du côté de la ville de Paris, elle avait en réalité deux grandes missions. Une mission stratégique, puisque c'était la signataire du contrat de ville hôte, aux côtés du CIO. Donc une mission stratégique, et là-dessus, la maire de Paris a toujours été très claire et a considéré que les Jeux étaient un moyen d'accélérer les politiques publiques et la transformation de la ville. Donc c'est aussi comme ça qu'on a piloté notre office. Et une dimension opérationnelle. Et donc, comme l'a évoqué Kevin, il y avait 33 maîtres d'ouvrage, dont la ville de Paris, qui était maître d'ouvrage de la construction de l'Adidas Arena, qui était à l'époque l'Arena Chapelle, qui était le premier élément de requalification de toute cette zone du nord de Paris, qui en avait bien besoin, qui en a toujours besoin, mais l'Adidas Arena est là quand même comme un phare. Donc, cette première construction... mais également la rénovation d'un certain nombre de complexes sportifs qui ont servi de site d'entraînement pour les Jeux. Et donc, ma délégation, elle avait ces deux jambes. Une jambe stratégique comme interlocuteur de tous les acteurs olympiques. Donc, nous étions la porte d'entrée et de sortie d'ailleurs du dialogue avec tous les acteurs des Jeux, et nous étions opérationnellement les pieds dans le cambouis, les mains dans le cambouis ou les pieds dans la glaise, pour travailler de manière extrêmement méticuleuse à la livraison des Jeux, donc construction des équipements, mais aussi livraison de l'événement. Et la livraison de l'événement, c'est projeter pendant des années ce que les Jeux seront pour les spectateurs, mais aussi les visiteurs et les Parisiens. Et ça suppose un exercice de planification, d'anticipation de ce qui va se passer géographiquement et en profondeur, si je puis dire, avec tous les services de la ville que vous avez pu voir pendant l'été 2024. J'ai un petit côté têtu quand même. Ce qui est votre grande fierté? Et c'est une question difficile parce qu'en fait, on est fiers de pas mal de choses. On est fiers d'avoir été dépassé par le succès. Parce qu'en fait, on a pensé le succès. C'est très franchement un projet qu'on a piloté avec une exigence infaillible. On a rogné sur rien. Et même quand on nous le demandait, on a refusé. Quand la crise a commencé à toucher le prix des matériaux, leur livraison, la crise en Ukraine, et quand c'est un peu tendu, tout ça après le Covid qui nous a aussi un peu tendu, juste pour la gestion de chantier, tout simplement. Et bien en fait, on n'a jamais lâché et voilà, la ferveur, le succès général nous a rendus extrêmement fiers. Après, en matière de construction et de bilan environnemental, pour ma part, je pense que la plus grande fierté, c'est la baignade en Seine. Alors, c'est pas un ouvrage de la maquette Solidéo, mais il n'empêche que c'était un engagement très fort de candidature. Ça nous a demandé collectivement, parce que évidemment, comme vous le savez tous, c'est un projet qui ne peut pas se faire sans les départements de l'amont, qui ne peut pas se faire sans un lien avec les bateliers qui polluent la Seine, et qui ne peut évidemment pas se faire sans l'État, qui a été copilote avec la ville de ce projet de lutte contre la pollution de notre fleuve. Mais c'est un projet qui cochait toutes les cases, celui du motto de la maire qui était on fait les Jeux pour accélérer nos politiques publiques, rendre un rapport fort et naturel et apaisé au fleuve pour les Parisiens, puisque évidemment cette baignade elle n'a pas été faite seulement pour 2024, mais en héritage pour la suite. Voilà. Et ça a supposé, de la même manière, un travail acharné et exigeant de tous les instants, en compréhension des phénomènes de pollution d'un fleuve urbain, en compréhension et en technique de contrôle de la qualité de l'eau, et ceci dans les moindres détails, jusqu'à la qualité du laborantin qui va regarder l'échantillon.
En fait, on s'en est rendu compte l'été précédent, en 2023, on a eu des tests event, enfin une compétition internationale qui a été relativement douloureuse, on va dire. Je salue Pierre-Antoine Molina, puisque très très tôt le matin, voire dans la nuit, on se retrouvait le soir pour essayer de comprendre les analyses. Et on a beaucoup appris de notre ignorance en réalité, en construisant pour l'année d'après un niveau de service et une capacité à voir les athlètes plonger depuis le point Alexandre III avec très très grande fierté. Gilles, je me tourne vers vous avec cette même question difficile. De quoi est-ce que vous avez été, de quoi est-ce que vous êtes aujourd'hui le plus fier quand vous regardez en arrière? Déjà, c'est pas mal. En fait, quand on vient me chercher, je préside le Muséum d'histoire naturelle à Paris, je suis au Collège de France, et on vient chercher des scientifiques. On ne fait pas tous les jours en France, on ne fait pas suffisamment. Et je viens avec Valérie Masson-Delmotte, que j'admire beaucoup, qui est une femme qui travaille sur le climat. Moi, je m'occupe du vivant, de la biodiversité. Je trouve ça sympa, donc je viens, et puis j'ai pris beaucoup de plaisir. On s'y rencontré à peu près une quinzaine de fois. Et Georgina Grenon a joué un rôle essentiel. Donc au départ, moi j'étais venu pour aider à obtenir les Jeux. C'était le seul but de nos réunions à l'époque. Puis j'en restais là. Et puis Georgina et puis Tony Estanguet, notre héros, me dit en 2020, bah, écoute, tu resterais pas pour faire autre chose? Et j'apprends qu'on veut lancer un comité de transition. Alors je dis non, je ne viens pas pour une transition. J'ai demandé transformation écologique. Je serais bien allé jusqu'à métamorphose. J'ai pas réussi à aller jusque-là. Ce sera pour une prochaine fois. Hein. Donc j'accepte de présider ce comité de transformation écologique de Paris 2024. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. On a commencé en 2016. Ensuite, on s'est réunis depuis 2021. Avec toute une série d'aventures assez extraordinaires. Moi, je venais à Paris, on discutait, je faisais connaissance avec un monde que je ne connaissais pas forcément. Et ce dont je suis fier, c'est la réussite qui a été mise en place. Je dirais l'engouement, la force de vivre. J'étais bouleversé par les Paralympiques. Hein, moi, je connaissais bien les Jeux Olympiques, je m'intéresse depuis longtemps. Moi, ça commence. 68, c'est Mexico, hein, des Jeux à 2000 mètres, très particuliers. Puis tous les ans ensuite, et tous les 4 ans, et puis là, je peux participer. Et je trouve que, par exemple, le marathon, cette soirée, là, le Versailles-Paris, où les gens qui couraient pleuraient, et les gens qui regardaient, les gens qui couraient pleuraient. Hein, tu te souviens, Kevin, aussi la montée des cyclistes que j'aime beaucoup aussi sur le Sacré-Cœur, c'est unique, quoi. C'est tout ça, en fait. Je trouve que la France ait fait ça. Je suis très fier que la France ait réussi ça. Et je terminerai par un petit article du New York Times du 11 août 2024 où ils disent quelque chose comme ça, traduit de l'anglais. C'est comme si penseurs et chercheurs et ingénieurs du meilleur niveau mondial français s'étaient associés avec le monde artistique de France et avaient fait de l'histoire de France et cette merveilleuse ville de Paris, avec ses Parisiens grincheux, les meilleures personnes de la Terre. Voilà, je trouve que c'est un très joli résumé de ce qu'on racontait depuis tout à l'heure. On y est parvenu et j'espère que ça va perdurer. Kevin, peut-être une réaction après avoir entendu cet enthousiasme aussi. Oui, moi je vais peut-être être un peu plus technique. Pour nous, une des grandes fiertés, c'est la question de la massification du bois et du biosourcé dans les ouvrages, parce que c'était pas gagné d'avance. Il y a certains maîtres d'ouvrage qu'on a dû inciter pour intégrer du bois. Je me souviens des premières négociations avec le parc d'exposition du Bourget, sur lesquelles on doit déconstruire et reconstruire un hall d'exposition pour accueillir le centre principal des médias, le cœur névralgique des Jeux. Le projet est déjà bien engagé et on se retrouve à demander à ce qu'il s'intègre dans notre stratégie environnementale et donc à faire changer la charpente qui était initialement une charpente classique en charpente bois. Et ça, le fait d'avoir réussi à intégrer ce biosourcé, ça a été vraiment un super enjeu, notamment avec le sujet des assureurs, vous évoquiez le rapidement tout à l'heure. sujet des assureurs est technique aussi, parce que quand on souhaite pousser l'excellence environnementale dans des niveaux très très importants, on se heurte parfois à la question entre de la technique courante ou de la technique non courante dans le bâtiment, et donc la question des ATEX, etc. C'est pas un frein, ça va pas être un frein en soi. Hein. J'ai dit, on a essayé de faire le plus possible des choses qu'on savait faire, et sur certains sujets, on est allé chercher quelques ATEX. Mais cela, ça se planifie.
ça s'intègre dans les plannings, c'est des jalons qu'il faut absolument passer pour ne pas se retrouver, je dirais, via les aléas et voilà tout ce qu'on a pu avoir également, le Covid, la guerre en Ukraine, à devoir faire des renoncements au milieu de l'opération parce que voilà, on n'est plus en mesure de tenir soit le planning, soit le budget. L'exemple que vous venez de donner, c'est déjà un exemple d'innovation. Alors l'innovation, ça a été un sujet courant. Il y a eu beaucoup, courant, c'est pas le bon terme, mais il y a eu beaucoup d'innovations au fur et à mesure de ces projets. Oui, alors c'est un plus, je dirais. On a cette stratégie environnementale. On s'intéresse tout au long du projet donc à la question de la technique, à de la capacité à faire des maîtres d'ouvrage. Et puis dans le pacte financier du début de la Solideo est intégré un budget dédié à l'innovation et à l'écologie. Ce budget, en fait, il vise quand on souhaite atteindre en même temps de l'excellence environnementale, de l'accessibilité universelle, des objectifs aussi d'emploi, de chantiers socialement exemplaires, parfois certains acteurs doivent se transformer rapidement pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et donc le fonds d'innovation écologique qui était 36 millions d'euros, ça représente à peu près moins de 1% du budget global des 4,5 milliards. Donc à cette échelle, je dirais, c'est le 1% culture, on le met dans le 1% innovation, je dirais. En plus, l'enjeu c'est pas de financer des gadgets connectés, mais c'est de massifier et de généraliser des procédés innovants qui existent à petite échelle, mais qui pouvaient se déployer à une plus grande échelle. Et on a un comité d'innovation qui est présidé par Gérard Wolf, ici présent, qui a sélectionné des projets et les a accompagnés tout au long. Et par exemple, j'avais tout à l'heure l'image des sièges de l'Arena et du centre aquatique. Le Pavé, qui a réalisé ces sièges, c'est une société qui a dû passer de 5 salariés à 30 salariés en 3 ans et développer de la R&D pour que ces sièges puissent être installés dans un équipement public, un équipement recevant du public. Et donc, pour fabriquer ces 11 000 sièges, ils se sont transformés et on les a accompagnés du coup dans cette transformation avec le fonds Innovation. Yves, un mot sur l'innovation telle que vous l'avez perçue. L'innovation, c'est en fait les Jeux Olympiques étaient une énorme entreprise d'innovation, c'est-à-dire que c'était une vitrine à laquelle on s'est arrimé pour, dès que possible, penser l'innovation. Et surtout, probablement parce qu'on avait un calendrier contraint, parce qu'il y a une obligation de résultats et de résultats réussis, on s'est autorisé des changements de procédure que probablement on n'aurait jamais réussi à poursuivre sans les Jeux. Je pense de manière très prosaïque, on a par exemple changé nos modes de collecte des ordures ménagères pendant les Jeux parce qu'on avait 11 jours de course sur route qui empêchait en fait très simplement aux camions de passer correctement. Et donc il a fallu repenser et c'est un exemple, hein, mais voilà. En termes de méthode, typiquement sur l'accessibilité universelle, nous on a dès les premières années des Jeux et la conception travaillé avec un panel d'experts indépendants, donc des associations de personnes en situation de handicap, qui nous ont appris à penser l'événement dans le regard de personnes en situation de handicap et de tous les handicaps. Et donc ça allait de la construction des équipements pérennes, mais jusqu'à l'expérience sur les zones d'approche, jusqu'à l'expérience sportive. Et donc en fait cette méthode-là, elle était assez innovante et ensuite elle a été reprise et on espère qu'elle prospère. Ensuite, sur la construction, et pour l'Arena, donc nous, on avait une tête de pont, qui est l'Adidas Arena, qui est un peu notre projet phare vitrine. On a réussi à obtenir tous les éléments qui ont été rappelés, enfin toutes les conditions, enfin qui ont été rappelés par Kevin. Donc il y a 95% des déchets qui ont été valorisés ou recyclés. On a eu 900 tonnes de matériaux biosourcés, 100% des énergies renouvelables ou de récupération, puisque sous l'Adidas Arena, on a construit une usine de froid
Et sur l'Adidas Arena, on a plusieurs milliers, enfin 1900 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. En matière de biodiversité, on a mis en place des terrasses plantées, des toitures végétalisées. Donc voilà, on a coché toutes les cases des labels. Celui dont on est le plus fier pour l'Adidas Arena, c'est le label accessibilité, puisque c'était la première fois qu'un label d'accessibilité a été conféré à un équipement sportif, avec cette méthode du panel d'experts indépendants, et tête de pont aussi de l'Adidas Arena, la Sensory Room, qui c'est le premier équipement qui dispose dans une salle de spectacle et d'événementiel une chambre dite Sensory Room qui permet aux personnes souffrant de handicaps mentaux de pouvoir se mettre au calme le temps de récupération, si je puis dire, de leur faculté. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça vous paraît évident, mais je vais mettre le doigt dessus. Innovation, aujourd'hui, il ne faut plus le comprendre en tech. C'est des innovations de procédure, d'organisation, de raisonnement aussi. Gilles, pour vous, l'innovation, c'était quoi ? Pour quelqu'un qui préside le CEBIOS, qui est le centre d'études sur la bioinspiration et le biomimétisme, le vivant, depuis qu'il existe, il innove tous les jours. Vous êtes tous vivants ici dans la salle. Vous avez la même glande thyroïde qu'une truite, par exemple, c'est comme ça. Hein. On est vivant, on appartient au monde animal, on n'est pas que ça, puisqu'on a cette technologie qu'on évoquait pour les JO. Il faut s'en remplir en permanence. Donc le climat, super, bien sûr, il faut s'en occuper, mais la biodiversité et le vivant aussi. Et on l'a souvent oublié. Donc innovation, c'est fondamental. Le vivant, il innove en permanence, tous les jours. Le vivant ne s'auto-empoisonne jamais. Il fait des poisons ultra violents, il sait les dégrader. Le vivant a toujours un acheteur gratuit pour ses déchets, hein, quand on parlait de déchets tout à l'heure. Donc tout ça, c'est super intéressant dans cette biorespiration sur l'innovation qu'on mettait en place pour les Jeux, et ça m'a beaucoup plu, bien évidemment. Le vivant, en fait, est très particulier. Plus on va le regarder, comment il fait, plus on va admirer, en fait, ce que nous sommes tous ensemble. Et faire des Jeux Olympiques avec, j'imagine, j'ai vu hein, l'incroyable organisation que ça demandait, sur des bases comme ça pouvait effectivement que me séduire. Et je trouve qu'on a pas mal réussi. Et dans le futur, j'espère qu'on continuera sur vous. Vous savez, c'était le mot progrès qu'on utilisait beaucoup jusqu'à il y a quelques années. Il a quasi disparu. C'est remplacé par innovation en fait. Hein. Essayer de faire mieux sans produire des choses qui détruisent l'environnement, sans effectivement faire des déchets qui vont durer un temps éternel. C'est vraiment vivre dans le milieu dans lequel on est avec effectivement ce vivant qui tous les jours nous inspire et nous émerveille. Et je trouve qu'on a pas mal réussi à partir des JO. Vous nous avez donné votre fierté personnelle, mais j'ai envie d'élargir un peu la question. Vous étiez au cœur du système. Quel retour vous avez eu des parties prenantes? Alors, je vous laisse chacun définir vos parties prenantes, on est bien d'accord. Mais tous ces retours que vous avez pu avoir, Yvoa, ça traduit ce qu'on raconte? Oui, et notamment la fierté partagée, puisque dans les retours quali qu'on a eu qualitatifs nombreux, on a eu des témoignages de Parisiens qui étaient fiers d'être Parisiens et qui avaient retrouvé le goût de leur ville avec cette réharmonisation, si je puis dire, du Paris patrimonial et du Paris qui se transforme. C'est-à-dire que la beauté de notre patrimoine se conjuguait avec le rapport apaisé à la ville. Et quand je dis rapport apaisé à la ville, ça veut dire avec moins de voitures, avec le renouveau de ce rapport au fleuve. Donc ça, on a reçu ces témoignages-là. On a eu aussi une couverture presse, y compris à l'international, hein, absolument dithyrambique, de façon exceptionnelle. Donc ça, voilà, c'est des retours qui sont tout à fait documentés et par Paris 2024 et par la ville de Paris. Les athlètes aussi, on a eu des témoignages d'athlètes qui ont été, mais alors je parlais de la baignade tout à l'heure, mais tellement ravis de se baigner au pied du pont Alexandre III, de faire du break à la Concorde. Enfin, vraiment, pour eux, l'écrin était aussi somptueux que pour nous qui le regardions comme public, et ils s'en souviendront tous. Enfin, voilà. On a eu le témoignage aussi on a eu la chance d'être invité par la maire de Los Angeles et son équipe qui prépare LA 2028 et qui nous ont tous dit à chaque fois "You put the bar so high". Et donc, on a eu aussi ces témoignages des futures villes hôtes qui, du coup, se sentent légèrement tenues par un exercice, voilà,
exigeant. Et pour finir, beaucoup de témoignages des volontaires. Donc, vous savez, il y avait 45 000 volontaires déployés sur les sites de compétition et pour la famille olympique par Paris 2024. Et la ville de Paris, elle, a déployé un programme complémentaire, des volontaires qui étaient autour des sites, qui étaient donc les premiers volontaires que le public rencontrait. Voilà, un programme de 3200 volontaires que ma délégation a piloté et qui nous ont fait des retours absolument joyeux, comme ils l'ont été, et extrêmement fiers. On sent bien que c'est l'expérience d'une vie et que voilà, ça fera des souvenirs pour toujours. Gilles, vos parties prenantes, c'est les papillons. Ils étaient à fond. Entre autres, et tout le reste. Vous savez que tout à l'heure, Kevin parlait de participation. Vous savez que les sciences participatives, maintenant, sont extrêmement utiles en recherche scientifique, parce que le muséum, c'est 2500 personnes, 600 chercheurs, 20 000 personnes qui nous appellent tous les jours. J'ai mangé ma première pomme à la Pointe Bretonne, ou mon premier pruneau à Agen, par exemple, ou ma première vendange. Et ça, c'est extrêmement puissant. Avec des bases de données adéquates, on lit tous les changements qu'on vit en ce moment. C'est donc, je parlais de bioinspiration, de biomimétisme, mais c'est aussi One Health, une seule santé. Maintenant, on est vraiment sur ces questions générales où on montre que la santé humaine publique. Oui, expliquez-nous ce que c'est le concept de One Health, parce que ça vous paraît évident, alors, mais pas forcément. One Health, ça a été lancé par les Nations Unies à peu près vers l'année 2002. On l'a peu pris en considération. C'est le fait de considérer que notre état de santé à nous, humains, Homo sapiens, animal parmi les autres, mais pas que ça, on a dit, sa santé est dépendante de tout ce qui est autour de lui. L'eau qu'il va boire, l'air qu'il va respirer, les particules, on parlait tout à l'heure d'empreinte carbone, c'est tout ça. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut être fou, en tout cas pas sapiens, pour croire qu'en abîmant notre environnement, on ne sera pas malade. Ça, c'est absolument clair. En plus, on est passé de 2 milliards d'humains en 1940 à 8 milliards en octobre 2022. Il faut tenir compte de tout ça. Avec l'intelligence, avec de la science. Il nous faut de la science pour faire ça. Il nous faut aussi de la politique, laquelle. Il nous faut aussi, bien sûr, des ONG, des sciences participatives et des entreprises. Je crois aussi c'est une grande réussite aussi d'entreprise à ce niveau-là, parce que s'il n'y a pas le chercheur, l'ingénieur et l'entreprise, on ne va pas aboutir à des choses qui vont être concrètes. Donc pour moi, c'est ça, c'est que toutes ces choses mises bout à bout, eh bien, réussir les JO, c'est quand même quelque chose d'absolument fabuleux. Dans ces conditions-là, on était pas mal décriés au début. Je me rappelle mes copains écolos, d'autres, tous les partis politiques, ouais, c'est pas possible, on devrait plus faire ça. L'histoire du corail, tu te souviens, à Tahiti, j'y étais quelques mois après. On a oublié toutes les critiques après. Complètement, et ça a été génial. Et maintenant, tout le monde est ravi qu'on ait pu réussir. Alors j'espère qu'on va garder cet engouement, cette envie de faire, cette bonté, je dirais, cet amour de l'autre, qu'on avait complètement oublié, et qui est revenu à Paris massivement, comme le disait Ivoa, durant l'été 2024. Cet enthousiasme. Alors moi je vais casser l'ambiance. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez changées? Est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait fallu faire différemment? Est-ce qu'il y a des difficultés dont vous pouvez aujourd'hui nous parler? Voilà, vous parliez de l'Australie, qu'est-ce que vous leur conseillez de ne pas faire? C'est une question qui est aussi difficile. Donc à la fois il faut sortir, déjà parce qu'il faut sortir de la sidération de tout ce qui s'est passé pour avoir ce temps de recul. Bon, là, on peut considérer qu'au mois de mars 2025, il est temps d'avoir ce temps de recul. Néanmoins, là où je suis obligée de faire un genre de dystopie, en fait, pour pouvoir dire qu'est-ce que j'aurais fait différemment. C'est-à-dire que c'est maintenant que j'ai préparé les Jeux, je sais qu'il y a probablement des allocations de ressources, des endroits où j'aurais dû mettre plus de ressources dans un temps différent. Mais je dirais que c'est des modifications qui vont porter sur des sujets un peu anecdotiques, qui probablement n'intéressent pas ici le public, parce que les Jeux, c'est aussi ça. C'est un projet d'envergure, une ténacité politique, une vision, beaucoup de courage, mais aussi du détail sur du travail acharné et en fait, c'est cette pugnacité sur le moindre détail qui, je crois, a probablement contribué à la réussite. Parce qu'on s'est beaucoup posé la question de comment se fait-il qu'on ait réussi à ce point? Parce qu'en fait, on avait pensé, on a piloté ce projet pour le réussir, mais on a été un peu dépassé par la réussite. Bon. Alors, est-ce que c'est ce moindre détail, cette exigence dans le moindre détail? Peut-être. Et donc aujourd'hui, rétrospectivement, je peux dire j'aurais dû mettre plus de gens, allouer plus de force sur le reporting interne Ville de Paris. Ça m'aurait permis de piloter avec plus de facilité, moins de pression. Voilà. En fait, je n'ai que
des petits sujets, d'une certaine manière, qui probablement peuvent intéresser des organisateurs d'événements, mais je ne suis pas sûre que ça intéresse vraiment qu'il y ait une grande hauteur de vue vis-à-vis de ces changements. Ça veut dire aussi qu'il n'y avait rien eu de majeur. Bon. Gilles, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Mieux communiquer sur ces questions-là. Parce que maintenant, moi j'ai plein de gens qui me disent, mais maintenant que vous nous racontez par les différents rapports, est-ce qu'on raconte avec Yvoa et Kevin, vous avez fait ça, vous avez réussi comme ça. On ne s'est pas rendu compte de l'ampleur, en fait, de la tâche qu'on avait devant nous. Je crois que nous, au début, non plus. Hein. Et en mettant ça en place, je me dis, il fallait qu'on communique encore plus, encore plus. Je suis entièrement d'accord, la presse étrangère a été plus dithyrambique que la presse française. Tout ça, comment est-ce qu'on reconnaît enfin qu'on est capable de faire des trucs, quoi, en France encore? Ça, c'est super intéressant. Et dans le détail, c'est vrai de le dire, mais souvent dans le détail, je vais revenir à la qualité de l'eau de la Seine. Nous, au muséum, ça fait maintenant 20 ans qu'on la suit, plus que ça même. Hein. Alors, il y avait une quinzaine d'années, il y avait 4 poissons qui remontaient du Havre au Trocadéro. Il y en a 16 aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup mieux. Mais, récemment, on m'amène une petite plie, un petit poisson plat. C'était un garçon, il avait un testicule et un ovaire, voilà. Hein, c'est ça, effectivement, dans les questions qu'on se pose aujourd'hui. Hein. La pollution, c'est pas que, effectivement. Alors ça, c'est pas lié aux Jeux Olympiques, hein. Mais simplement, je crois que c'est des moments et des endroits pour en parler. Il faut qu'on fasse plus attention à ce qu'on fait, aux molécules qu'on produit. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on va les éliminer? Souvent, on s'intéresse à une molécule, on oublie ses métabolites. Hein. Et souvent, le produit qui est dégradé de celui-là est plus toxique que le précédent. On vit là-dedans, hein. Il faut que tous on se rende compte qu'on est vivant. Et je trouve que les Jeux ont été vraiment un merveilleux moment. Alors, on pouvait communiquer encore un petit peu plus sur ce qu'on a réussi à faire. Faisons-le maintenant a posteriori au moins. Hein. Puis on peut en préparer d'autres événements. Hein. Kevin, je vous pose la même question. Alors, on oublie complètement que vous avez votre directeur général exécutif au premier rang, tout ça. Qu'est-ce que vous auriez fait? Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement? Est-ce que vous avez des regrets? Des regrets, non, je dirais pas ça. Nous, le reporting, le suivi des opérations, la supervision de la Solideo, ça a été notre métier pendant 6 ans. On a suivi donc tous les maîtres d'ouvrage tous les mois, réalisé des tableaux de bord du reporting. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu important de s'assurer tout au long de l'opération, donc de la capacité à faire des différents acteurs. Et donc je dirais qu'il y a un enjeu global aujourd'hui de formation continue à ces sujets-là. Encore il y a quelques semaines, un think tank qui s'appelle The Shift Project a sorti un rapport qui allait dans ce sens d'une nécessité de formation sur les rénovations énergétiques, par exemple, et sur les questions de collaboration entre les différents maîtres d'ouvrage. On avait mis en place nous donc des séminaires qui se réunissaient tous les 2 mois, tous les 2 fois par an, pardon, pour partager nos difficultés et trouver des solutions ensemble. Fin 2024, on a adhéré à l'Institut pour la maîtrise d'ouvrage qui fédère les acteurs des maîtres d'ouvrage de bâtiments en Île-de-France et en France, des grands acteurs publics. Et donc pour nous, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir former, participer à cette formation collective et à cette collaboration entre les différents acteurs. Je voudrais revenir sur un point, c'est une nouvelle question, attention, qui a été pas directement évoqué, mais que j'ai senti notamment en vous écoutant Yvoa et puis en écoutant la ministre tout à l'heure. Ça a été un travail colossal. Vous avez travaillé jour et nuit pendant des années. Alors, à quel point? Et dites-le nous, parce que finalement, vous avez presque une espèce de pudeur, je trouve, sur ça s'est hyper bien passé, on a réglé des détails, mais enfin on a réglé des détails au milieu de la nuit avec le préfet. Oui, alors, on a en effet énormément travaillé. On était nombreux à énormément travailler. Donc, et ça, je pense que c'était, pour rebondir sur votre première question sur la fierté, les jeux ne sont pas appropriables, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne ou ils appartiennent à tout le monde. Et en fait, vu le nombre de personnes qui travaillent à ce projet, chacun est sincèrement détenteur d'une part de la réussite. Et donc ça, c'est quand même un grand motif de fierté. Et donc évidemment dans ma délégation aussi. On a travaillé très intensément pendant dès qu'on a été désigné ville hôte. On avait déjà travaillé sur ce que serait la candidature puisque la ville y a participé. On va compter les heures. En fait, il y a beaucoup de réunions
parce qu'en fait, mettre beaucoup d'acteurs autour de la table, c'est faire en sorte que les gens sachent se parler. Donc savoir se parler, ça veut dire comprendre les contraintes de l'autre, c'est son timing. Voilà. Donc que vous dire, on a travaillé jour et nuit, notamment la nuit quand il y avait des épreuves en scène. Jour et nuit pendant l'événement, mais l'événement d'une certaine manière c'est 17 jours de Jeux Olympiques, 11 jours de Jeux Paralympiques et puis une phase de transition, mais en réalité c'est la mise en configuration de tous les sites avant, la remise en état après et de la planification permanente avec des services qui à la différence de Paris 2024 ou de la Solidéo, les services de la ville, il fallait continuer de faire vivre la ville tout en préparant les Jeux. Donc, dans l'organisation qu'on a choisie, pour laquelle on a opté, moi j'avais une délégation qui en fait charbonnait pour ensuite passer le bâton, puisque j'avais pas des éboueurs dans mes équipes, donc pour ensuite passer le bâton au reste des directions de la ville, qui l'ont attrapé au bon moment et qui là ont pu énormément travailler également. Donc c'est beaucoup d'heures de travail, des heures sup et une charge puissante. Sur la quantité de travail, je ne vais pas revenir dessus, mais je dirais que dans le pilotage des projets, on n'a rien inventé, on s'est appuyé sur ce qui existait, mais voilà, la gestion, le suivi des plannings, la gestion des risques, etc. Mais on l'a fait vraiment, c'est-à-dire que on a attaché, je dirais, un point enfin, on a pris un point d'honneur sur la question de la donnée et de s'assurer au fil du temps que voilà, dès le moindre écart, qu'on puisse avoir des plans B, des plans C, des plans D, de les étudier et d'avoir la capacité de les mettre en œuvre sur certains cas. Et je dirais que sur cette question de la donnée, on l'abordera un petit peu tout à l'heure dans la 3e table ronde, et on aura une journée en septembre consacrée à la gouvernance et au pilotage. Mais je dirais que juste 2 clés, il faut bien se caler sur ce qu'on mesure, ce qu'on veut vraiment suivre dans les projets, et de savoir comment on le mesure, d'avoir cette qualité de la donnée qui remonte. Et effectivement, il y a une question d'outils qui peut se poser, mais surtout ce qui est important, c'est d'avoir la capacité à les faire évoluer au fil du temps. Nous, on a eu cette chance, étant donné qu'on est une société de projets dédiée, c'est d'avoir ces 70 projets qui étaient à peu près dans le même temps de projet. On a eu une phase de programmation, une phase de conception, une phase de réalisation et la réception. Et donc, on avait fait évoluer 4 fois nos outils pour répondre à ces différentes phases et aller chercher du coup la bonne donnée qui était importante à ce moment-là pour prendre les bonnes décisions et trouver des solutions pour réaliser les projets dans nos ambitions. Alors, beaucoup sont là dans la salle pour vous piquer vos bonnes méthodes, hein, si on est clair. Donc, si je mets un mot plus officiel, c'est le sujet de la réplicabilité. Et j'ai envie de vous demander vraiment votre opinion personnelle. Tout ce que vous avez fait, est-ce que c'est réplicable, Yvoa? Oui. Je pense que quand on a une volonté politique forte et qu'on affecte les ressources aux bons endroits, il n'y a pas de raison que ce que nous avons fait... nous ne sommes pas sortis de la cuisse de Jupiter et donc nous ne sommes pas plus exceptionnels que d'autres. Et donc, avec les mêmes ingrédients, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Après, quelles sont les conditions pour que ce soit réplicable? Est-ce qu'il faut un calendrier incoercible? À mon avis, c'est que oui. C'est qu'en fait, tout est histoire de calendrier et d'ambition. On a rendez-vous à une date précise et donc en fait, rendez-vous quoi. Point. Et donc chacun se débrouille ensemble pour y arriver dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il faut, pour la construction, une construction aussi ambitieuse, audacieuse, un événement d'ampleur internationale à visibilité inédite? Ça, pour le coup, c'est à d'autres que moi de répondre. Je ne suis pas compétente pour y répondre. Ce serait dommage, mais c'est vrai que ça nous aura bien engagés. Gilles? Il y a le mot magique pour moi, tout ce qui a été dit là, c'est le mot éco-conception. Gouverner, c'est prévoir, ce qui veut dire que ce que j'ai beaucoup admiré dans cette aventure
Paris 2024, c'est que tout était éco-conçu. À l'avance, déjà, dès qu'on avait quelque chose, qu'on achetait quelque chose, on savait ce que ça allait devenir par la suite. C'est très très rare que, je ne sais même pas si ça a été fait ailleurs pour un tel événement. Et faire revenir encore à mon vivant. Hein. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'il est capable de faire, une libellule, elle pèse 2 grammes, elle vole à 90 km/h avec 2 watts. Vous connaissez un polytechnicien qui sait faire ça, vous? Et elle encaisse 30 G en accélération. Voilà. Donc, regardons encore ce vivant, et je pense que c'est ce que j'ai adoré dans Paris 2024. La dépollution de nos sols, Kevin, par exemple, enlever de la terre polluée, la mettre ailleurs, c'est pas la dépollution, ça. Hein. Il faut des plantes bioremédiatrices qui, depuis des millions d'années, savent enlever le nickel, le cuivre. Les meilleures mines de cuivre, maintenant, c'est les terrils d'exploitation au Chili, il y a 2 siècles. Hein. C'est ça. Et je trouve que ce qui a été pensé ici, alors c'est réplicable à condition d'avoir cette mentalité-là dès le départ et longtemps à l'avance. Donc ça demande un effort intellectuel super, super chouette. Avec quelques scientifiques pour participer, c'est bien. Kevin, quel est votre avis sur la réplicabilité? Alors la journée est organisée pour ça, mais, oui, mais voilà, expliquez-nous. C'est tout l'objet de la journée. Moi, j'en suis vraiment convaincu. On s'est donné l'année 2025 pour faire ce retour d'expérience qu'on a déjà commencé sur l'ensemble de ces 70 ouvrages. Et on va du coup utiliser notre site internet dans le cadre d'une stratégie de diffusion de l'information. On partageait un peu open source tout ce qui n'est pas confidentiel sur ce site internet pour donner des clés au plus grand nombre. Alors on est aussi très regardé, étudié par des étudiants, des chercheurs, mais de manière plus opérationnelle, des maîtres d'ouvrage, des aménageurs, des porteurs de projets au sens large qui pourront réutiliser ces sources pour les mettre en œuvre dans leurs projets. Et puis voilà, un mot aussi enthousiasmant. On a encore la possibilité de faire des grands projets en France et des projets qui font bouger aussi des lignes sur les solutions en matière d'excellence environnementale. Alors, le QR code est là, on a accès à toutes les données où ce sera progressivement ajouté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est ça, c'est progressivement ajouté sur l'ensemble de l'année 2025. Il y a déjà beaucoup de données disponibles. Alors, vous avez le site vitrine et en bas de chaque page, il y a des données, des sources téléchargeables. Dans les programmes, vous avez quelques documents clés disponibles via quelques QR codes. C'est par exemple sur le village des athlètes, des guides sur la construction bois en termes sur toutes les ATEX. Tout à l'heure je parlais des techniques non courantes. Ils ont donné lieu à des études avec le CSTB qu'on met en libre accès sur notre site internet. L'accessibilité universelle, ça nous a obligés à faire des douches zéro ressaut dans l'ensemble des salles de bain du village des athlètes. Et ça, des douches zéro ressaut sur un plancher bois, c'était pas possible avec les techniques courantes. Et donc on a aussi réalisé ces guides qui demain pourront être répliqués sur d'autres projets, et c'est déjà le cas aussi sur certains projets en France qui ont commencé à répliquer notamment les questions de réversibilité qu'on verra notamment dans la prochaine table ronde. Alors on arrive au terme de ce petit échange. S'il y a une seule chose à retenir, qu'est-ce que vous retenez, Gilles? L'émerveillement, hein. Je crois qu'effectivement on a du bonheur et du plaisir. Surtout finir par les Paralympiques. Au départ, je me dis pourquoi est-ce qu'on les fait pas en même temps? On est bien fait de les faire à part après, hein, pour leur donner tout l'honneur qu'ils méritaient. Et je trouve que donner de l'émerveillement par les temps qui courent en ce moment, hein, ouvrez vos médias en ce moment, écoutez, on est sacrément content d'avoir fait ça, puis on voudrait bien y revenir pour avoir le même état d'esprit par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ça. Et je trouve que si on est capable de faire ça, pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas ça avec les moyens qui vont avec, et surtout, bien sûr, toute la partie de l'intention, avec toute la politique qui va avec. Ouais, content d'avoir participé à cette aventure. Ivo, qu'est-ce qu'on doit retenir? S'il y a un moment que je retiens fortement, enfin pour toujours, c'est celui du passage du cheval sur la scène, du cheval mécanique. Et je le retiens notamment parce que j'ai été moi-même, à ce moment-là, replantée dans mes 5 ans, avec des étoiles dans les yeux et un moment de grande magie. Et comme on a beaucoup participé à cette cérémonie d'ouverture et à sa préparation, au-delà du symbole que représentait ce cheval sur notre fleuve, je pense que c'est pour moi la magie des Jeux et le travail qui est derrière que je retiens pour toujours.
Kevin, qu'est-ce que vous retenez de notre échange aussi? Alors de l'échange et de l'ensemble de l'expérience, moi je suis arrivé en 2018 à la Solideo, et moi ce qui m'a frappé, c'est cette volonté collective, l'intelligence collective et la collaboration entre les différents maîtres d'ouvrage et acteurs qui a été clé, je dirais, dans l'atteinte des ambitions, des objectifs. C'était voilà, aussi une formation accélérée dans une carrière sur l'ensemble de ces 6 années. Et voilà, ce sujet d'intelligence collective, c'est vraiment important à répliquer sur d'autres projets. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Eh bien, je vais me tourner à nouveau vers Yann Krysinski pour peut-être un petit moment de conclusion sur cette plénière et ce bilan environnemental. Venez Yann, on peut se réinstaller là. Je vais vous prendre un micro. Alors j'aime bien vous demander des avis personnels comme je l'ai fait là pendant notre échange. J'ai envie de vous demander, voilà, en tant que directeur général de la Solideo, oui ça marche, non il faut pas. Voilà, comment est-ce que vous qualifiez ce bilan? Comment est-ce que vous vivez sa présentation aujourd'hui? Voilà, avec vos mots, comment est-ce que vous le décrivez? Alors en fait, moi je n'en reviens toujours pas. En fait, on a livré dans les budgets et dans les plannings sans jamais revoir à la baisse nos ambitions. Et en fait, ça, en général, dans le monde des grands projets, ça n'existe pas. Malgré les aléas, malgré la pandémie mondiale et la guerre en Ukraine, on a tenu le cap. Et j'ai fait mes petites recherches. Et en fait, la littérature académique est assez claire. Moins d'1% de ce type de projet, sous contrainte absolue de planning et de budget, arrivent à livrer sans renoncer à leurs ambitions. Donc en fait, ce qu'on a fait, ce que vous avez fait, parce qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage que je remercie, que je vois, des têtes qui me sont familières et très chères, ce que vous avez fait, en fait, c'est anormal, c'est incroyable. Et c'est excellent en plus. Oui. Vous avez été surpris ? Alors, oui, quelque part, on pourrait penser que j'étais surpris parce que, justement, l'histoire des grands projets, c'est que il y a très peu de grands projets qui arrivent. Et en fait, j'ai été surpris, mais phénomène très contradictoire, parce que je n'ai jamais douté pendant les années pendant lesquelles on a travaillé tous ensemble. Je n'ai jamais douté sur le fait qu'on allait y arriver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a mis en place une gouvernance, un mode de prise de décision, des méthodes, des outils et des process qui m'ont rassuré, parce que je suis un gros anxieux, qui nous ont rassuré chaque jour, chaque seconde, sur le fait qu'on allait y arriver. Et c'était la mission de la Solideo. On était garant auprès de l'État et de nos mandants qu'on allait y arriver. Et on s'est complexifié la tâche, parce qu'en plus, on est parti d'une feuille blanche. On a créé un établissement public de rien. Moi, je suis arrivé, on avait des dizaines de collaborateurs à recruter. Et quelque part, ce qui aurait pu être une source de risque, partir d'une feuille blanche, je pense que ça a été notre plus grande force. Parce qu'on a pu, avec les équipes, avec les maîtres d'ouvrage, on a co-construit des outils et des méthodes qui ont été spécifiquement adaptés à ce projet-là. On a fait de la dentelle à l'échelle industrielle. Et dans l'histoire des grands projets, dans ce que j'ai vu moi dans mon parcours avant la Solideo, c'est rare. La plupart du temps, on fait rentrer un grand projet dans le carcan d'outils et de process existants. À la Solideo, on a eu l'énergie de faire l'inverse. Et puis pour reprendre un mot que Kevin a employé tout à l'heure, vous avez suivi vos process. En fait, c'est ça qui change aussi souvent. Enfin, en France, on ne manque pas de règles et de process. Hein. Mais en plus, vous l'avez suivi. Oui, on a vraiment fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est bête à dire, mais c'est la vérité. On a vraiment appliqué ce qu'il y avait dans les contrats, en fait. Ouais. On a déjà un petit peu parlé de l'objectif de cette journée, mais je voudrais l'entendre avec vos mots. Pourquoi vous avez voulu nous réunir aujourd'hui ? Alors en fait, il faut qu'on transforme collectivement l'essai et qu'on pérennise ces méthodes en fait, qui ont rendu tout possible. Et voilà, je m'adresse très sincèrement à tous les maîtres d'ouvrage qui sont là aujourd'hui. Et à nouveau, je vous remercie d'être là. En fait, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que je suis convaincu que ce que vous avez fait, c'est exceptionnel, mais que vous pouvez le répliquer
toutes et tous dans vos organisations. Et c'est un peu le rôle de la Solideo. On est établissement public, on est là pour aussi faire progresser le monde de la construction et les professionnels que vous êtes. Et donc voilà, moi je fais le vœu et je suis convaincu que vous allez repartir avec ces briques de réplicabilité qu'on va vous exposer aujourd'hui, qui sont déjà en partie disponibles sur notre site internet. Sur l'excellence environnementale spécifiquement aujourd'hui, on va parler de 3 thématiques qui sont réplicables. Le sujet de la réversibilité, logement, notamment le logement tertiaire, que les maîtres d'ouvrage promoteurs connaissent par cœur. La ministre du Logement d'ailleurs s'est exprimée dessus. Deuxième thématique, c'est le cycle de vie. Comment on regarde l'exploitation, notamment sur les équipements publics, pour faire vraiment des choix d'éco-conception. Et puis le dernier, qui est celui qui m'est le plus cher, c'est comment, malgré les aléas que vous avez tous vécus sur les projets, on arrive à ne pas lâcher sur les ambitions dans la dernière ligne droite. Alors, résultat, j'en profite pour remettre le programme, je me remettrai tout à l'heure, mais en effet, ce que vient de nous présenter Yann, c'est un peu les 3 sujets de nos tables rondes tout à l'heure. On parlait je parlais de l'audience et beaucoup de personnes ici qui sont là vraiment pour vous tirer des leçons de votre expérience. Alors, c'est pas facile non plus, je sais. Mais si je vous demande des conseils vraiment directs, qu'est-ce que vous leur dites sans rentrer dans un trop grand détail ou des points qu'on verra tout à l'heure, votre cri du cœur sur voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? Alors les conseils, alors c'est difficile, mais je pense que c'est très quelque part personnel ce que je vais dire. Alors déjà il faut en vouloir parce que comme on le disait, ça a été énormément d'énergie. Et quelque part, on est un peu tous devenus une communauté d'amis. Voilà, il y a une forme de une grande humanité dans ce qu'on a fait tous ensemble. Les conseils, déjà, il faut oser. Donc, il faut oser partir d'une feuille blanche. Il faut oser s'engager dans un projet qui nous dépasse. Le deuxième conseil, c'est se mettre en capacité de décider. On a en fait manipulé beaucoup d'informations, on a pris des décisions, vous avez pris des décisions parfois difficiles, et en fait c'est un peu grâce à la qualité de la donnée qu'on a maniée, qu'on a partagée mois par mois, qu'on a réussi à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et à nouveau, la recherche est très claire sur ce sujet-là, la plupart des méga-projets dérivent, parce qu'en fait, les bonnes décisions ne sont pas prises au bon moment. Et nous, on a pris des décisions, elles n'ont pas toujours été les meilleures, mais en fait, vous avez pris avec nous les décisions qui s'imposaient, pas toujours les meilleures, mais on les a prises au bon moment. Et dernier conseil, c'est peut-être une évidence, mais c'est l'humain avant tout. En fait, on a tous franchi la ligne d'arrivée ensemble. Toutes les femmes et les hommes qui ont constitué la force vive de la Solideo et des maîtres d'ouvrage, vous étiez là au début et vous étiez là à la fin. Et donc, quelque part, vous avez tenu, on a tous tenu, malgré la pression incommensurable. Et je pense que c'est passé par beaucoup de communication. Moi, je m'étais dit en prenant le poste, on n'a pas le temps de communiquer. On va être dans les travaux, on va pas avoir le temps d'échanger. Et en fait, du fait de cette pression permanente du temps, on a encore plus échangé, plus communiqué. On a fait baisser la pression, malgré l'impératif de livrer. Et je pense que c'est pour ça qu'on est aujourd'hui là, tous ensemble ici, et qu'on a franchi la ligne d'arrivée ensemble. Je vais appuyer là où ça fait mal. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes à 9 mois de la fermeture. Alors vous resterez des amis. Enfin, je ne vais pas vous faire pleurer là tout de suite, mais voilà, comment vous vivez cette fin? Comment vous imaginez une suite de ce réseau amical, de ce réseau de travail après tous ces mois et ces années de travail acharné? En fait, je pense que c'est un projet qui transforme. En fait, c'est pour reprendre un mot de notre président de la République, c'est l'aventure d'un siècle. Et moi, à titre personnel, en fait, j'étais bouleversé. Enfin, j'étais transformé, et je sais que certains dans la salle l'ont été aussi. Donc, en fait, on sera plus les mêmes. Donc, il y avait avant les Jeux et il y a après les Jeux. Voilà, j'ai beaucoup plus de cheveux blancs qu'avant les Jeux. Ça c'est normal. Il paraît que c'est bien. Bon. Mais blague mise à part, en fait, cette marque de fabrique, moi je souhaite que vous l'emportiez tous avec vous dans vos futurs avenirs professionnels, et voilà, les amis des ouvrages olympiques, et qu'on se dise qu'on va essayer de construire des projets qui soient toujours plus vertueux. Voilà, on respecte les budgets, les plannings, c'est une évidence parce qu'on sait le faire, mais on le fait avec panache.
en portant très haut ce qui, moi, me tient à cœur et ce qui vous tient à cœur, qui sont les ambitions environnementales et sociales. C'est le mot de la fin ou je donne un dernier mot de la fin? Non, sinon je suis trop ému, je vais pleurer. Donc non, c'est bon. Écoutez, merci à tous pour votre attention pour cette première séquence. Alors c'est maintenant l'heure de la pause, un peu longue. On va pouvoir rouvrir les cafés. Comme je vais vous remettre ça y est, merci. On se retrouve à 11h30 précise pour une première table ronde autour du village des athlètes, un quartier de fonction. On va parler réversibilité. Et puis après le déjeuner, qui pour info sera servi juste au fond là-bas, sous forme de cocktail. Donc après le déjeuner, on aura 2 autres tables rondes, l'une sur le bilan carbone et le cycle de vie des bâtiments, l'autre sur la contractualisation et les indicateurs de suivi environnementaux des maîtres d'ouvrage. Merci à tous et donc rendez-vous 11h30.